J'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà?
Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je prononce Relichesmittel comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire.
aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique, c'est qui est le crack. Ouais, je sais qui est le crack. Juste au milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Messieurs, dames, bonjour à tous, ça y est, il est l'heure, 16h46, même pour être précis, j'espère que vous allez bien. Les copains, on se retrouve dans le Juste Bistrot, les copains et les copines, naturellement, j'espère que ça va les copains. On se retrouve, voilà, Juste Bistrot 243e du nom, voilà, ça fait plaisir. 21 novembre 2023, c'est sympa, ça commence à fleurer bon Noël, on commence à avoir du marché de Noël, ça ouvre aujourd'hui du côté de Lausanne. S'il y en a qui, voilà, dites-moi en France si c'est déjà ouvert par chez vous, on doit être dans le créneau là. Là ça y est, on commence. Ça commence. Enfin, l'avantage quand même du marché de Noël, on va pas se mentir, on est entre nous. L'émission s'appelle Le Juste Bistrot. Voilà. L'avantage du marché de Noël, merci à Marie qui vient de sub 22e mois, ça c'est magnifique. L'avantage du marché de Noël, c'est quand même de pouvoir picoler tous les soirs au motif de non mais petit vin chaud, ouais, bah, c'est l'esprit de Noël. Non, ta gueule, t'es juste le sosie d'Anne Roumanoff et t'as juste envie de te farcir la tronche tous les soirs. L'esprit de Noël, t'en as rien à branler. Si le marché de Noël, on l'installait mi-août, place de la mairie, tirait quand même. Donc voilà, il est très important de le rappeler. Hein, cet esprit de Noël est aussi un incroyable esprit de soulard. Voilà, mais ça fait plaisir. Et je dis ça en mon âme et conscience. Merci à Aviator 2905 qui vient de sub 21e mois et Fléau 93 qui vient de sub prime 9e mois. Merci les amis de se retrouver. Voilà, on est ensemble aujourd'hui, toujours plus fort, toujours plus loin. C'est l'esprit Fort Boyard. Voilà, alors aujourd'hui, ça va partir dans tous les sens. Je vous donne un petit peu des éléments sur le menu. On va avoir quelques infos comme ça pour s'échauffer. Vous commencez à connaître la maison. On va parler pédocriminalité, enfin cette pédophilie d'atmosphère. C'est la petite expression que j'ai trouvée avec Carl Zero. Vous avez peut-être vu l'interview qui est sortie dimanche dernier. Hein, je reprends l'expression de Gilles Kepel, spécialiste du terrorisme, qui parle d'un djihadisme d'atmosphère. On peut aussi quand même traduire cette expression et parler de pédophilie d'atmosphère. On va parler de différentes affaires, mais vous allez voir, hein, finalement, tout ça se déroule autour de nous et il est important quand même de garder l'esprit vif et de ne surtout pas s'habituer à ce genre d'affaires. Et on finira avec Napoléon. Parce que j'ai décidé, je vais le voir demain au Cinoche, donc ça fait plaisir. Et j'ai trouvé une petite vidéo qui reprend un petit peu les erreurs, enfin en tout cas les approximations historiques qu'on peut retrouver dans ce film. Alors vous allez me dire, ouais mais Rémi, le film ne sort que demain. Oui, mais je vais rien vous spoiler, hein, dans la mesure où la vie de Napoléon, si t'es pas au courant, tu vas à la Fnac. Il y a plein de livres sur Napoléon. On parle de plus d'1 million de livres d'ailleurs depuis le 20e et 21e siècle sur Napoléon. C'est colossal. Et enfin, à travers le monde, bien évidemment. Et voilà, je vais pas vous spoiler. Hein, la vie de Napoléon, c'est pas de Stranger Things, si tu veux. Donc voilà. Et on va regarder ça comme ça pour se mettre un petit peu dans le thème. Parce que j'ai hâte d'aller voir le film. On va regarder ça. On va regarder le film, enfin on va regarder les approximations historiques. Comme ça, vous pourrez aller le voir en vous disant ah ouais, j'ai vu chez l'autre con en chemise bleue que ça c'était pas juste. Voilà. Et puis on en papotera parce que c'est vrai que hein, les grands films historiques sont quand même des nids à enfin des nids à erreurs, des nids à approximation, voire des nids à mensonges historiques. Il n'y a pas le choix. Hein. Si tu fais un film historique exact, il faut prendre la carrière en politique de Lionel Jospin par exemple, parce qu'un personnage comme Napoléon, forcément que tu vas te planter.
forcément. Ça, c'est obligé. Ça, t'as pas le choix. Donc, je vais le voir aussi demain. Mais par contre, je vous préviens, hein, je veux surtout pas voir dans le chat des gens qui me disent «Oh non, s'il te plaît, spoile pas». Me prenez pas pour un abruti, on va pas spoiler la vie de Napoléon. Si vous allez voir Napoléon en pensant que c'est un Avengers, déjà vous quittez immédiatement cette chaîne Twitch. Je ne veux pas ça, pas de ça chez moi, faut pas déconner. On n'est pas chez Usul ici. Balle gratuite, parce qu'en vérité, là, je suis pas un grand fan du monsieur, mais c'est totalement gratuit. Totalement gratuit, hein, mais vraiment avec un plaisir assez plaisant d'ailleurs. Donc voilà un petit peu, les amis, sur ce qui vous attend aujourd'hui, un menu, je vous l'ai dit, qui est gourmand, qui est croquant, qui peut être aussi un petit peu croquant. Voilà, ça va être un petit peu ça. Ce qu'on va se dire aujourd'hui, voilà, les copains. Voilà. Alors j'espère que vous, ça va. C'est quand même ça le plus important, avant tout. Avant tout, parce que on est entre nous, on rigole, mais c'est pas fastoche, hein. Ah, il se passe des trucs. Ça ne s'arrête pas. On en a parlé hier, on va revenir dessus parce que il y a des trucs qui me rendent absolument zinzin. Ce drame raciste qui a eu lieu à Crépol, je pense qu'on va peut-être arrêter de se cacher 5 minutes. On va en reparler aussi dans l'émission, mais on va pas redire hein, tout ce qu'on s'est dit hier sur le traitement médiatique, le traitement politique, pardon, enfin, et puis médiatique, c'est pareil, qui est un traitement de salopard, hein, aussi bien du côté des politiciens qui, soit à l'extrême gauche, parlent d'une autre affaire pour faire un contre-feu, une affaire d'ailleurs qui est tout aussi grave, mais ils décident de parler d'une affaire et pas d'une autre, pareil à l'extrême droite, enfin bon bref, c'est des politiciens charognards, je crois qu'on peut le dire. On va revenir sur tout ça, mais pour s'échauffer, parce que de toute façon, c'est le réel, c'est pas moi qui décide, hein. Donc, pour commencer un petit peu, on va commencer avec l'histoire du journaliste Mohamed Kassia. Alors, vous avez peut-être entendu parler de cette histoire, et si vous n'en avez pas entendu parler, il est malin le Rémi, parce qu'il va vous résumer la chose. Ah, vous êtes au bon endroit. Ah non, il y a du sérieux, il y a du professionnalisme. C'est l'Internet. Donc, on va parler de cette histoire de ce journaliste de TV5 Monde. C'était il y a quelques jours. Il interviewait en direct sur TV5 Monde le porte-parole de Tsahal, Olivier Rafovitch, hein, alors je crois que c'est Rafovitch d'ailleurs, je crois le nom, colonel Olivier ou Rapovitch, je ne veux pas dire de bêtises, Rafovitch, c'est ça, Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne. Donc c'est vrai que bon, nos médias ont choisi un parti pris, ça c'est une chose, à la limite pourquoi pas. Mais de là à interviewer assez régulièrement, parce qu'il est dans beaucoup de médias, le porte-parole de l'armée israélienne, en termes d'objectivité journalistique, déjà, ça devrait gratter un petit peu. Mais bon, là, ils ont dit, ça va. Finalement, ça va. Et alors, c'est Mohamed Kassi. Voilà, je ne vais pas dire merci à Gaëtan Seguin 38 qui me corrige dans le chat. C'est Kassi, parce que j'ai vu passer Kassi ou Kassia. J'ai bien. C'est Kassi, on est d'accord, hein. Ouais, c'est Cassie, voilà, tu as tout à fait raison, mon Gaëtan, merci. Et donc, je vais vous montrer l'interview et après on en parle. Bougez pas. Regarde, je configure, bien sûr, je n'avais pas configuré de toute évidence. Et regardez, ça arrive, c'est là. Paf. Font le tour du monde, notamment ces bébés. Il manque de carburant, il manque de tout dans cet hôpital de Shifa. D'ailleurs, les soldats israéliens vont sans doute vous le rapporter. Est-ce que vous allez prendre compte désormais l'urgence humanitaire dans l'enclave palestinienne? Est-ce que vous prenez l'État d'Israël pour un État qui ne connaît pas les règles de la démocratie et du droit international? Nous sommes une armée d'un État démocratique face au fascisme islamiste intégriste le plus horrible. Donc nous faisons ce que nous faisons au niveau de la défense d'Israël et des Israéliens, et de tous les Israéliens, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans. Je rappelle d'ailleurs que des musulmans ont également été massacrés par le Hamas le 7 octobre, et que cette opération, qui est pour nous existentielle, se fera dans le contexte du respect du droit international. Mais entrer dans un hôpital, pour vous, ça correspond, Olivier Rafovitch, entrer dans un hôpital, ça correspond, selon vous, au respect des règles et du droit international, et en particulier humanitaire? Et pour vous, un hôpital qui est utilisé comme base militaire? Non, moi je ne donne pas mon point de vue, Olivier Rafovitch. Vous êtes porte-parole de l'armée israélienne, je suis journaliste, je vous pose la question. Non, moi je la pose aussi, vous êtes journaliste, vous êtes également un être humain. Vous êtes également quelqu'un qui habite en Europe. Un hôpital doit-il être utilisé comme base militaire? La réponse est non, évidemment. Évidemment que non.
et de Il n'y a tirer des aucune missiles stratégie militaire qui fait que vous puissiez faire sortir, par exemple, si ces combattants s'y trouvent avant d'entrer dans l'hôpital. C'est impossible. Écoutez, vous connaissez le Hamas, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Ils ont massacré des enfants, éventré des femmes, brûlé des gens, brûlé des maisons. Vous croyez quoi? Qu'ils se comportent selon le droit international? Qu'ils se comportent selon la justice, selon le respect du droit humain? Donc vous On a avez affaire ici. oui. Donc vous comportez comme le Hamas. C'est ce que vous nous dites ce soir? Là, vous comportez maintenant non pas comme un journaliste, mais comme quelqu'un qui prend une position politique. Olivier Ravel, vous venez de dire le Hamas, comment s'est-il comporté? Je vous demande si vous calquez sur eux. Non. Monsieur, je vous demande un peu de respect, s'il vous plaît. Ce que vous me dites là, c'est une attaque à l'État d'Israël et à Tsahal. Alors reprenez votre propos pour qu'on le comprenne. Non, reprenez-vous votre propos pour que je comprenne. Merci beaucoup Olivier Rafovitch d'avoir été avec nous en direct ce soir sur TV5 Monde. Merci. Voilà, donc tu as donc ce journaliste Mohamed Kassi qui explique effectivement dans la mesure où si l'argument c'est de dire le Hamas ne se comporte pas en respect du droit international, ce qui est tout à fait le cas, ça pourrait justifier en face une réponse qui ne correspond pas au droit international. Et c'est toute la difficulté d'avoir voulu légiférer sur la guerre alors que la guerre est précisément le règne du n'importe quoi et de l'escalade dans l'horreur, et légiférer sur ça, c'est compliqué. Mais apparemment, ça n'allait pas. Voilà, en termes d'objectivité journalistique, ça n'allait pas parce qu'on a appris, alors j'ai vu passer l'info hier, communiqué de TV5 Monde. Le 15 novembre dernier, l'un des porte-parole de l'armée israélienne, Olivier Rafovitch, était l'invité du journal quotidien 64 minutes Le Monde en français sur TV5 Monde pour parler de l'opération militaire israélienne dans la bande de Gaza et plus particulièrement de celle menée contre l'hôpital Al-Shifa. À la fin de l'entretien mené par le présentateur de cette édition, Mohamed Kassi, les règles journalistiques applicables à toute interview n'ont pas été respectées. Ce qui a conduit à donner l'impression, dans la dernière question, que les modalités d'intervention de l'armée israélienne étaient équivalentes à la stratégie du Hamas, organisation considérée comme terroriste par de nombreux États. Par ailleurs, l'entretien ne s'est pas terminé selon les normes en vigueur de maîtrise de l'antenne, mais de façon trop abrupte, ce que la direction de l'information de TV5 Monde regrette profondément. Voilà. Donc, apparemment, voilà, Mohamed Kassi lâché par sa chaîne. Alors, je ne sais pas s'il a été viré. Ça, je crois que c'est pas le cas, apparemment, pour corriger l'info. Je l'ai vu passer de partout. Apparemment, il a juste pris un rappel. J'ai entendu aussi qu'il avait été licencié, donc je sais pas en fait, je sais pas ce qu'il en est pour l'instant. J'ai pas vu passer l'info officielle concernant ça, même si on prend la réaction de TV5 Monde en intégralité, tu vois, ils disent ouais, tu vois, il parle pas de sanctions, donc je sais pas ce qu'il en est véritablement, mais il y a un rappel à l'ordre, parce que là, les règles journalistiques sont pas respectées. Parce que quand tu invites le porte-parole d'une armée, d'ailleurs quelle qu'elle soit, qui est bien sûr là pour défendre son camp, il est porte-parole d'une armée, donc c'est pas lui qui va te dire bon effectivement on a peut-être un peu trop tiré sur les gens, ça n'arrive pas. C'est pas bien. Là ils ont dit les règles journalistiques n'ont pas été respectées. Donc là... Là, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué ce qui se passe, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Et tu comprends, non, ça reste lamentable, mais tu te dis, et là encore, si on regarde sur le comportement médiatique, tu te dis, bon, en temps de Covid, tu comprends pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de Jean Moulin. Il n'y a pas eu beaucoup de courageux dans l'affaire. Parce qu'effectivement, si tu sortais des rails, que le lendemain, tu prenais une sanction à minima ou que tu te faisais dégager... c'est sûr que voilà, tu vas pas trouver les plus courageux de l'équipe à ce moment-là. C'est compliqué. C'est compliqué. Et donc, tu vois, le problème, c'est que à un moment donné, il va falloir commencer à regarder tout ce qui se passe froidement. Vous le voyez comme moi, vous le constatez comme moi dans les médias, les amis. Vous connaissez la position juste milieu, qui n'est pas le refus d'avoir une position sur ce conflit, ce qui est clair. Ma position depuis le début, c'est protection des civils, quelle que soit la nationalité, respect du droit international et lutte aveugle contre la propagande dans les médias en dehors du conflit. Donc dans les médias, dans des pays qui ne sont pas engagés directement dans le conflit. Et même si vous gardez cette position-là, que vous vous contentez de regarder ce qui se passe dans nos médias en France, on sent la ligne qui est en train d'infléchir. Vous noterez que Elie Chouraku, on ne le voit plus dans les médias, Enrico Macias, on ne le voit plus dans les médias. Les personnalités publiques qui apportaient de l'émotion
alors de la subjectivité certes, mais qui apportaient de l'émotion dans les débats pour essayer de retourner l'opinion publique, ils ont complètement disparu. Et vous noterez d'ailleurs qu'on ne parle plus vraiment de ce qui se passe. Peut-être parce que le massacre de civils palestiniens s'accroît, ça c'est une chose, mais aussi parce que même dans l'opinion publique israélienne, il commence à y avoir des discussions. Et beaucoup de critiques, et notamment avec l'exemple de cet hôpital Al-Shifa. L'armée israélienne communique depuis le début de la guerre en disant il y a des tunnels du Hamas, il y a des tunnels du Hamas, il y a des tunnels du Hamas. Ils ont montré 4 pauvres armes qu'ils auraient trouvées là-bas. Il y a eu plusieurs actes de communication qui ont été très vite oubliés, notamment cet exemplaire de Mein Kampf trouvé dans la chambre d'une fillette. On a vu des choses assez terribles, enfin assez incroyables en vérité, et qui ont disparu des médias quelques jours après. Et même dans le journal L'Opinion, dans son édition du 20 novembre, on avait cet article qui est intéressant. Je voulais vous le montrer pour ouvrir le juste bistrot sur ce sujet-là, les amis. Cet article intitulé L'hôpital Al-Shifa, un fiasco du renseignement israélien. Et on sent la ligne médiatique française qui commence doucement à s'infléchir et à dire attendez, c'est la guerre, il y a de la propagande, peut-être qu'on s'est fait avoir par la propagande. C'est la même dynamique que Russie-Ukraine, où dans les prémices du conflit, enfin du conflit qui ne commence pas le 7 octobre Israël-Palestine, mais en tout cas du conflit tel qu'il a été traité par les médias, on va dire, dans les prémices, on voyait des choses sidérantes. C'était carte blanche pour l'Ukraine, quitte à dire n'importe quoi, ce qui allait à terme desservir la position de l'Ukraine. C'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui médiatiquement est en train de se passer. On a mis un énorme déroulé médiatique pour capturer l'opinion publique, et aujourd'hui on est en train de faire marche arrière sur certains points en disant bon, attention. Donc je vous lis l'introduction de cet article qui parle de la situation de l'hôpital Al-Shifa. C'est l'Opinion qui le dit. L'affaire de l'hôpital Al-Shifa à Gaza pourrait être un fiasco israélien de grande ampleur. À l'évidence, c'est déjà une catastrophe médiatique dans l'opinion publique mondiale qui est en train de se retourner contre l'État hébreu. Mais ce pourrait être également un échec majeur du renseignement israélien après celui de l'attaque du 7 octobre qu'il n'avait pas vu venir. La prudence reste toutefois de mise. Dimanche, les fouilles dans le complexe hospitalier qui s'étend sur près de 4 hectares se poursuivaient depuis 5 jours et il est possible que l'armée israélienne y découvre des installations militaires importantes. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, malgré les efforts des communicants militaires pour prouver le contraire. Le quotidien israélien de droite, The Jerusalem Post, reconnaissait lui-même qu'il n'y avait pas de smoking gun, de preuves évidentes qu'Al-Shifa abrite un centre de commandement essentiel du Hamas. Il est prouvé que le Hamas et d'autres organisations terroristes utilisent des sites civils comme des hôpitaux, des écoles ou des mosquées pour y dissimuler des armes et des postes de commandement. Ce sont des crimes de guerre puisqu'ils transforment ces civils en boucliers humains. De même, ce sont des crimes de guerre le fait de prendre des otages ou d'assassiner des civils, qui plus est de manière atroce, ou de tirer à l'aveugle des missiles ou roquettes contre des zones habitées hors objectif militaire, des actions que le Hamas commet. Donc, si vous voulez, on voit même dans certains médias ce fléchissement, on va dire, du discours médiatique qui est en train de ne plus passer. Dans le monde entier, on est en train de constater que soit l'armée israélienne va devoir prouver très rapidement l'existence de ces tunnels, de ces fameux tunnels dont on avait vu une vidéo. Je vais essayer de vous remontrer ça. Netanyahou, sur son compte personnel Twitter, qui avait diffusé une sorte de vidéo montée des tunnels. On était chez James Bond. Faut que je vous retrouve ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo. Voilà. Donc cette vidéo qui expliquait ce qu'il y avait sous l'hôpital Al-Shifa, un jour il va falloir le montrer. C'est évident, il va falloir le démontrer. Sinon, Israël est dans un jeu extrêmement compliqué, c'est que s'ils ne démontrent pas ça à l'opinion internationale, ils vont prouver qu'eux-mêmes ont été responsables de crimes de guerre, car ils s'en sont pris à un hôpital, alors que le but poursuivi n'était pas celui-là. Donc c'est extrêmement compliqué ce qui est en train de se passer. Et on voit l'opinion publique qui est en train de se retourner, et ce conflit qui se dirige tout droit vers une issue à l'ukrainienne, si on tente de comparer avec l'exemple le plus frais, c'est-à-dire un emballement médiatique pendant quelques mois, et petit à petit, des événements qui sont dissous, comme ça, petit à petit, qui passent au second plan, enfin qui passent au deuxième plan, voire au troisième plan, au fur et à mesure que les opinions publiques se retournent et se renversent. Donc, et on va mettre cela gentiment sous le tapis. On se dirige, à mon avis, vers cela, bien que le plus important reste que ce conflit s'arrête le plus vite possible pour protéger le maximum de civils, évidemment. Donc, affaire à suivre, les amis. On verra bien sûr ce qui va se passer.
À tel point qu'on a eu, par exemple, même la reculade de Yael Braun-Pivet. J'en parlerai demain dans la farce tranquille, mais il y a une vidéo qui est assez sidérante qui pointe les contradictions de Yael Braun-Pivet. Je vous la montre, hein, pour vous dire, même dans le langage politique de nos politiciens français, on a aussi quelques inflexions. En aucun cas, je n'ai apporté mon soutien ou le soutien de l'Assemblée nationale au gouvernement israélien. Encore. Je veux redire ici qu'Israël est un pays ami, à qui je veux réaffirmer, au nom de la représentation nationale, notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel. Cette phrase a été comprise comme un soutien inconditionnel à l'action du gouvernement de M. Netanyahou. Et notre soutien inconditionnel. Ce qui est important, c'est que... Voilà, donc vous voyez, il y a des contradictions assez terribles, il y a des marches arrière. Donc on va voir sur quoi tout ça va aboutir. Voilà, les amis, pour ce premier sujet que je voulais partager avec vous, ce narratif israélien qui s'effrite petit à petit. Voilà, hein, ça, c'est dit. On continue avec le gros sujet. Voilà, un des gros sujets du jour, les copains. Je prends vos messages dans le chat, bien sûr, avant de continuer. Sachant que vous êtes nombreux, hein, petite parenthèse, ça fait plaisir. Vous êtes des affreux Jojo. Vous êtes de plus en plus nombreux, hein, les copains, sur Twitch. Et je voulais vous remercier, ça c'est chouette. Rien que là, vous êtes 440, c'est extraordinaire. N'hésitons pas à faire péter les compteurs si vous voulez partager sur Facebook, sur Twitter, sur machin. C'est un clic, hein. Même les gens qui se disent merde, j'arrive pas à utiliser Twitch, vous leur dites, hein, tu cliques dessus, ça marche, hein. Et il y a le ménestrel en chemise bleue qui parle. Donc n'hésitez pas. Mais voilà, un grand merci les amis, c'est vraiment chouette. Vous êtes de plus en plus nombreux. On se régale. Merci à Shaki42 qui vient de sub. 14e mois. Merci les amis. Et Logan 1576 qui vient de subprime également 13e mois. Ça c'est chouette comme tout. Donc, les copains. Alors... Je vois que ça se tend un petit peu dans le chat, c'est même pas encore le sujet, si j'ai bien compris. C'est que du plaisir. Vous êtes déjà en train de parler de l'affaire, bien évidemment, enfin de l'affaire de l'attentat de Crépol. Je parle à dessein d'attentat, je vous expliquerai tout à l'heure. On va en parler. Vous inquiétez pas les amis, vous connaissez la maison. On va se prendre le bec, on va peut-être s'empoigner le callback parce qu'on sera peut-être pas d'accord entre nous, mais on va en parler. Vous inquiétez pas, ça arrive. Je traite le sujet morceau par morceau. On fait des belles émissions, hein. En ce moment, on essaie de faire des émissions un petit peu plus longues avec des thématiques bien identifiées. Et c'est dans mon fil rouge. Vous inquiétez pas, on prend le temps. Ce soir, je finirai un petit peu plus tard comme hier parce que vendredi, je suis pas là. Donc c'est normal. Puis d'ailleurs, parce que je finis un petit peu plus tard, même si j'étais là vendredi, c'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, vous inquiétez pas, on va en parler. D'abord, je voulais revenir avec vous sur ce sujet, vous le savez, qui me tient à cœur autant qu'il m'horripile. Et avec cette nouvelle expression que j'ai envie de déposer, alors qu'il n'est pas vraiment de mot au départ, mais déposons-la quand même, cette pédophilie d'atmosphère. Alors, de quoi je vous parle ? Qu'est-ce qu'il dit le Rémi ? Expression, je l'ai dit tout à l'heure, je vous le redis, qui est au départ l'expression de Gilles Kepel, spécialiste français du terrorisme, et qui lui parle de djihadisme d'atmosphère pour caractériser ce qui peut se passer, par exemple, en France. Je voulais vous parler de ça, et pourquoi aujourd'hui je vous parle de pédophilie d'atmosphère ? C'est parce que nous sommes en face d'un contexte, d'événements, de sorties médiatiques, de faits divers, d'aucuns diraient, et qui contribuent petit à petit. On pourrait bien évidemment mobiliser la notion de fenêtre d'Overton, que vous connaissez. N'hésitez pas dans le chat, si ça vous dit rien, on peut revenir dessus, mais je l'avais déjà fait à plusieurs reprises, mais c'est pas grave, dites-moi dans le chat si vous voulez qu'on explique ça. Mais on le voit bien petit à petit qu'on a ces événements-là, et je vais vous montrer plusieurs séquences, plusieurs affaires qui, sur le papier, ont des liens plus ou moins proches, mais pensez bien à cette idée de pédophilie d'atmosphère. C'est vraiment ce avec quoi je veux discuter aujourd'hui, les copains. Je mets tous mes onglets dans l'ordre, hein, bougez pas, j'arrive tout de suite. Et ça commence, alors vous le savez, on en a parlé hier, Brigitte Macron qui a donné un interview, je crois notamment au New York Post aux États-Unis,
Et elle explique ceci, je vous le remontre aussi, ne vous inquiétez pas. On va tout rattraper. Je vois mon Yang Daouda dans le chat qui veut bien une petite répétition sur la notion de fenêtre d'Overton. On va prendre le temps. On va regarder tout ça. Regardez, donc c'est tac, dans le New York Post. J'ai vérifié, on peut trouver l'article sur le site du New York Post. Donc tout ça est véridique, hein, donc c'est écrit en anglais. En gros, Brigitte Macron nous dit qu'elle n'avait plus toute sa tête. Alors on a peut-être des profs d'anglais dans le secteur qui vont pouvoir nous dire « Her head was in a mess ». Ça veut dire, concrètement, elle en avait plein le ciboulot. Et when she dated, quand elle a rencontré, alors to date, qui veut dire rencontrer de manière amoureuse, ou à un moment donné, ça finit dans le pot. When she dated future French présidente, alors le futur président français, ça si vous ne l'avez pas, il faut retourner en CM2. When he was 15 and she was 40, quand il avait 15 ans et elle en avait 40. Ça, on l'a, tu vois. Et elle explique en sous-texte que en fait, elle voulait pas qu'il se tape quelqu'un de son âge, tu vois, c'était le bordel dans sa tête. Elle avait peur que leur relation cesse, tu vois. Et aux États-Unis, ça fait jaser. Ça fait jaser aux États-Unis, ils en ont parlé, ils ont dit merde, est-ce que c'est pas ce qu'on appellerait de la pédophilie? Ou à minima du détournement de mineurs, tu vois. Et voilà. Et oui, parce que les États-Unis... ils sont pas fins sur plein de trucs, mais ça, ils aiment pas. Pourtant, même eux, hein, ils mangent, hein, ils en ont des affaires, ils en ont des collections. Mais, tu vois, on le disait hier, je veux pas trop radoter, mais il n'y a qu'en France que vous pouvez croiser des gens qui trouvent ça normal. Enfin, qui font mine de trouver ça normal, notamment dans nos élites. On va en parler. Mais l'essentiel de la population... Vous avez une population silencieuse qui ne va pas forcément s'exprimer sur ce sujet, qui ne va pas manifester parce que le président de la République française a été victime de détournement de mineurs. Cependant, et vous savez que c'est une notion que j'aime de plus en plus, il y a la common decency d'Orwell, hein, tel qu'il l'appelait, qui est le bon sens commun, qui veut, hein, l'une des traductions les plus faciles, les plus terre à terre, on va dire, que la notion de décence commune d'Orwell, c'est de qualifier ces choses qui ne se font pas, tout bonnement. Ça n'est pas nécessairement écrit dans la loi, ça n'est pas nécessairement un usage réglementé sur lequel il faudrait placarder des affiches pour dire aux gens faites ci ou faites ça. Mais vous retrouvez dans les couches basses de la société le plus souvent, dans le monde paysan, dans le monde des agriculteurs, dans le monde des ouvriers, vous retrouvez cette notion de décence commune et ces choses qui ne se font pas, c'est tout. Et là, on est là-dedans. Donc je pense que sur l'histoire de Brigitte Macron, il ne faut pas le prendre comme une révélation que de dire c'est du détournement de mineurs. Les gens voient bien que ça n'est pas comme ça. Les gens ne le feraient pas eux-mêmes, ça ne se fait pas. Interrogez les gens autour de vous, qu'ils soient professeurs ou pas d'ailleurs, demandez-leur s'ils se taperaient quelqu'un de 15 ans. Que ce soit homme vers femme vers homme, femme vers femme, homme vers homme vers homme. Après, si vous êtes flaque de couleur ou renard, ça je sais pas. Mais voilà, il faut être conscient de ça. Et vous n'avez qu'en France ou presque que des élites qui disent, enfin, certains membres de nos élites, pas tous évidemment, mais qui disent bah ça va. Et à l'image de Bernard Montiel, qui est un ami proche du couple Macron. Donc on est dans une situation de conflit d'intérêts clair, enfin de relation d'intérêts clair, mais regardez ce qu'il nous dit sur Touche pas à mon poste, c'était hier ou avant-hier. De toute façon, les Américains sont des faux culs de toute façon, parce qu'ils jouent tellement au pudique. Là, je veux dire, cette histoire, elle était très claire depuis le début. À 15 ans, ils se sont rencontrés quand elle était son prof, mais il n'y a jamais eu de relation à 15 ans. Alors, il ne faut pas tout mélanger non plus. Ils se sont revus beaucoup plus tard. C'est ça, il faut bien rappeler, quand même le préciser. Ils n'ont pas eu leur relation. Mais pas du tout. Elle était mariée, elle avait déjà 3 enfants, et il n'a jamais été question. Et puis pour elle, c'était, vu le milieu d'où elle sort, en plus... à Amiens, ou en province comme ça, où c'était déjà violent tout ce qui se passait autour. Elle était déjà mariée avec M. Ozière, elle avait déjà 3 enfants. Il n'était même pas question dans son esprit, dans sa tête, mais c'est très clair, hein, c'était rédhibitoire, c'était même pas y penser. C'est plus tard que c'est revenu, plus tard quand c'est revenu à Paris, mais beaucoup plus tard. Voilà, alors, on va prendre le temps d'analyser cette séquence. C'est vrai que, si vous voulez, si la cour du roi existait encore et que le plus courtisan des courtisans existait encore, donc si vous voulez, on est au stade du bouffon du roi qui accepte de se faire déféquer sur le crâne. C'est vraiment celui qui a plus beaucoup de dignité, si tu veux. Bah, ce serait Bernard Montiel, voilà, pour vous, parce qu'on parle d'un type qui s'est fait connaître en présentant Vidéogag.
Il n'était pas obligé de devenir une séquence de sa propre émission, si tu veux. Hein, on est sur un type que vous trouvez dans 1001 séquences qui se passent à l'Élysée, où le Couze est là, à côté, tu vois. Tu tapes Bernard Montiel sur Twitter, tu vois, j'ai tapé Bernard Montiel, je suis pas allé très loin, tu vois. T'as Patrick Juvet qui danse, enfin, paraît-il que c'est Brigitte Macron, il est là, tu vois, il est au premier plan. Enfin, là, c'est Macron, mais là, c'est lui, tu vois. T'as ce genre de photos. Tu vadrouilles, bon, tu vois, concert d'Elton John, il est là, tu vois, ou Madonna, bon, qu'importe, il est là, tu vois. Donc le Couze est tout le temps dans le secteur. Donc déjà, faudrait qu'il ait, quand on parle de dignité, si vous voulez, la dignité est, comment dire, la dignité est à Bernard Montiel ce que la désintoxication est à Pierre Palmade. C'est une notion vaporeuse. Ils en ont entendu parler. Hein. C'est pas le... Je dis pas qu'ils connaissent pas. Je dis juste que... Hein, voilà. Hein, je vais rouler un petit peu plus. On se retrouve à Montélimar. Donc c'est compliqué. Et donc, qu'est-ce que je disais avec ces conneries? Voilà, Bernard Montiel n'a même pas la dignité, au moins de se déporter du sujet. C'est-à-dire... Il arrive sur Touche pas à mon poste, il prend du bifton. À la limite, c'est une chaîne privée, c'est le groupe Canal, donc ils font ce qu'ils veulent. Si c'était le groupe public, tu me diras, ils sont pas à ça près, mais c'est pas le sujet. Qu'au moins le mec dise bon, écoutez, je suis copain avec eux, je vais, voilà, soyons clairs, je vais pas être, voilà, je vais pas être objectif, je donne mon avis, mais voilà. Pour petite parenthèse. Oh, ça vous intéresse pas moins, j'imagine que ça, mais il y a l'histoire de Bernard Laporte, hein, donc, bon, qui est une sorte de Al Capone du ballon ovale, qui réintègre le club de rugby de Montpellier, club détenu par Moed Altrad, et Bernard Laporte a été condamné pour ses liens d'affaires avec Moed Altrad. Voilà, hein, la casa de Papel, mais avec des passes en arrière. Bon bref, Bernard Laporte revient dans le secteur, et hier j'écoutais le Moscato Show, et ils sont copains, Vincent Moscato et Bernard Laporte, ils viennent d'à peu près du même secteur, du côté de Gaillac. Ils ont joué ensemble, je crois, et tout ça. Donc, ils sont copains, si tu veux. Et il le dit, avant de parler de cette affaire, avant de commenter cette affaire, Vincent Moscato le dit, il dit, effectivement, on est copains, je vais pas être objectif. Point. Il n'en faut pas plus, c'est pas compliqué. C'est l'honnêteté, tu vois, tout bonnement. Après, le mec donne un avis, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais on sait d'où il parle, comme disaient nos amis communistes à l'époque. D'où parles-tu, camarade? Et donc Bernard Montiel n'a même pas cette dignité de se déporter du sujet et de faire le clair sur sa situation avec le pouvoir. Donc on est voilà sur un bouffon du roi supplément excrément sur le crâne qui n'a plus qui n'a plus aucune quantité de dignité sur lui. Donc c'est complètement zinzin. Donc et le mec, donc on reste sur sa séquence, vous l'avez écouté comme moi. Le mec en plus te dit ouais, puis de toute façon, ils n'ont jamais rien fait quand ils se sont rencontrés. Frérot, qu'est-ce que t'en sais, hein, déjà? Et quand il dit, puis en plus, bon, elle aurait pas pu faire ça à Amiens en province. C'est ce qu'on appelle dans le milieu du bowling un strike. C'est-à-dire qu'au départ, tu parles d'une affaire et tu arrives à mettre une balle perdue à des gens d'Amiens qui découvrent que déjà, ils n'aiment pas trop la pédophilie, donc ils sont un petit peu arriérés. Et en plus, le fait d'être des provinciaux, si tu veux, Jacouille la fripouille, c'est Bill Gates à côté, en termes de modernité. Donc, il y a une balle perdue. Donc, le mec, si tu veux, est puant sur le fond comme sur la forme. Et il est tellement puant sur le fond qu'il se permet de s'exprimer sur un fond qui n'est pas le sien. Donc c'est hallucinant, c'est vraiment hallucinant. C'est une sorte de torche-cul médiéval qui aujourd'hui a la lumière des caméras pour s'exprimer. C'est sidérant, c'est sidérant. Et je crois que tout ça contribue à la pédophilie d'atmosphère. Et il y a Luxtalua88 dans le chat qui nous le dit, c'est très intéressant, c'est absolument ça. Luxtalua88 qui dit, et en plus, il insinue qu'à Paris, ça se fait tranquillement. Mais absolument, c'est là où le mec, alors, soit il est zinzin, soit il a complètement assimilé l'idée qui pourrait se déduire de ses propos, c'est-à-dire, en province, bon, de temps en temps, c'est vrai qu'il y a un prof de PS qui encule un gosse. C'est vrai que ça peut arriver, ça peut glisser par moment. Mais par contre, à Paris, YOLO. En plus, le mec ne se rend peut-être même pas compte qu'il est en train d'expliquer qu'en province, il y ait des sensibilités populaires qui rejettent ce genre de choses. Et par contre, à Paris, ça se fait, tu vois. À Paris, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, si le mépris de classe, c'est considérer que
en province, les gens refusent d'enfiler des gosses, dans la très grande majorité, et que être progressiste, c'est faire ça, franchement, je vais aller chausser mes sabots. Hein. Je vais rester, voilà. Je préfère subir le mépris de classe qu'en être le représentant tel que Montiel en a l'image, si vous voulez. Donc c'est quand même hallucinant. C'est quand même hallucinant. Et le mec ne se rend même pas compte de sa connerie. Donc on a, quand je vous parle de ça, on a cette histoire de Bernard Montiel. Autre contexte, autre affaire. Une affaire sur laquelle on est passé peut-être un petit peu vite. Alors, je vais pas vous faire la salade. De toute façon, il y a une vidéo qui est en train de se préparer, ce sera la semaine prochaine normalement, sur les affaires Lola et Loana. Maintenant, on pourrait rajouter l'affaire terrible et sordide du petit Adam. Il y a eu une brève dans le Parisien du 19 novembre. Je vous la lis pour vous remettre en contexte sur cette affaire-là. Je vous lis ce qui a été écrit. 2 semaines après avoir découvert inanimé au sol par des passants à Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne, Adam, 7 ans, est décédé ce samedi, a-t-on appris auprès du parquet de Créteil, confirmant des informations de RTL. Il était soigné à l'hôpital Necker à Paris. Son baby-sitter, Karl, 28 ans, avait été arrêté et mis en examen pour tentative de meurtre sur mineur après s'être présenté de lui-même au commissariat. En état d'ébriété, il avait alors indiqué avoir tué un enfant après avoir, citation, pété les plombs. Le petit garçon portait des traces de strangulation et de coups lorsqu'il avait été découvert sur la voie publique, la tête dans un sac plastique. D'après les premiers éléments de l'enquête, le suspect gardait le garçonnet au domicile familial de Vitry-sur-Seine depuis plusieurs années et n'était pas connu de la police. Il avait pourtant par le passé embrassé une fillette dans un parc parisien. Des passants avaient filmé la scène et avaient transmis la vidéo aux forces de l'ordre. Faute d'éléments suffisants, le jeune homme n'avait pas été inquiété. Je suis patient et calme, mais dynamique, gentil et attentionné. Je suis en mesure d'encadrer des enfants sans souci, mais je reste d'une personnalité douce et bienveillante, imaginatif et artiste. J'aime partager ma bonne humeur, mon humour, mais aussi mes 1001 idées pour s'amuser et apprendre, indiquait-il sur un site internet de garde d'enfants. Après le décès d'Adam, les faits qui lui sont reprochés devraient être qualifiés en homicide volontaire. On continue donc dans le développement de ma notion de pédophilie d'ambiance. Vous avez cette affaire qui, pour beaucoup en France, est appelée un fait divers, ce qu'on pourrait, à mon avis, surtout appeler un acte pédocriminel non condamné à cause de cette pédophilie d'ambiance. Vous avez un type qui tue un gosse, qui lui fout la tête dans un sac poubelle. Ce même gars qui avait été chippé pour avoir... Mais il faut le redire pour se rendre compte. Je vous relis ce qui est écrit. C'est le Parisien. Hein. C'est pas la gazette du complot reptilien. C'est le Parisien, d'accord ? Je vous lis ce qui est écrit. Il avait pourtant par le passé embrassé une fillette dans un parc. Des passants avaient filmé la scène et avaient transmis la vidéo aux forces de l'ordre. Faute d'éléments suffisants, le jeune homme n'avait pas été inquiété. Est-ce qu'on est conscient de ça, en fait ? Est-ce qu'on est conscient de cette histoire ? C'est hallucinant. Quand je vous parle de pédophilie d'atmosphère, c'est pas pour le bon mot. Ça y contribue. On a l'affaire qui est souvent évoquée de l'ancien magistrat de Dijon qui proposait sa fille de 12 ans sur des sites libertins. D'accord ? Ce monsieur qui avait pris 2 ans en première instance, dont un ferme, qui avait fait appel, parce qu'évidemment, il trouvait que c'était abusé. Bah ouais, parce que tu proposes à tes collègues de coucher avec ta gosse de 12 ans, bah ouais, mais 2 ans dont un ferme, faudrait pas déconner quand même, n'est-ce pas abusé ? Et donc ce gars-là, en appel, il a pris qu'1 an avec sursis. La justice a baissé sa peine parce qu'effectivement, c'était abusé. Est-ce qu'on est conscient en fait de ça ? Et là, vous avez encore une affaire du genre. Pas un bruit politique. Pas un bruit. L'affaire Loana, on avait seulement eu un tweet de Jean Messia. C'est à mettre à son crédit. Et là, ça passe. Pas un tweet politique. Ah, l'assassin s'appelle Karl. Donc, si tu veux, bon, à la droite et l'extrême droite, Karl, c'est pas possible. Puis à l'extrême gauche, ça leur rappelle Karl Marx. Donc, faudrait pas se planter, tu vois. Pas un bruit. Pas un bruit. Donc, ça aussi, ça contribue à la pédophilie d'atmosphère. On continue parce que ce qui est encore plus pervers dans notre système actuel, c'est que nous ne pouvons même pas reprocher au pouvoir public de ne rien faire. Vous avez cette histoire de la Civise.
Vous en avez entendu parler. La Ciivise, donc, qui est... je vais vous montrer un article de Charlotte Cobel, c'était dans le JDD ce week-end. Charlotte Cobel, qui est secrétaire d'État chargée de l'enfance, elle annonce les objectifs du gouvernement concernant la lutte contre les violences faites aux enfants, notamment l'inceste et tous ces drames-là qui se produisent. Les chiffres de ce qui se passe en France sont terribles, sont vraiment terribles. 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année. Seulement 3% des agresseurs font l'objet d'une condamnation, estime la Ciivise. 5,4 millions d'adultes ont été victimes dans leur enfance et l'agresseur est un homme dans 97% des cas. Là aussi, on notera la contradiction terrible des féministes. Pas un mot sur ça. 97% des hommes, là on peut parler effectivement d'une statistique qui met en avant le comportement masculin, tu vois. Pas un bruit. Donc, vous avez ce genre de choses. Alors, la Ciivise, c'est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles. Donc, je vous explique leur action. Après 3 ans de travail, 30 000 témoignages ont été recueillis par la Ciivise. Rendu public ce vendredi, le rapport de 756 pages qui liste 82 recommandations sera présenté demain à la Maison de la Radio. En l'occurrence, c'était le 20 novembre. Donc, on ne peut même pas reprocher, si vous voulez, en France, à notre pays de ne rien faire, au pouvoir public de ne rien faire. C'est-à-dire que vous avez donc Charlotte Cobel qui donne une interview, qui explique que effectivement il faut agir, que c'est très important, qu'il y a un rapport de la Ciivise, mais on ne sait pas trop si ça va être suivi. D'ailleurs, semble-t-il, ça ne va pas être suivi du tout. On ne comprend pas vraiment. Il y a d'ailleurs cette Ciivise et une action du gouvernement qui n'est même pas certain de maintenir la Ciivise en l'état avec les gens qui la composent. On comprend rien. Et en fait, on apprend qu'il y a une bagarre politique. Et c'est Karl Zéro qui a fait le point sur Twitter. Je vous relis son tweet. Parce que au sein de la Ciivise, vous avez le juge Durand, qui est bien connu par rapport à ce genre d'affaires. Et Karl Zéro qui écrit « Le juge Durand de la Ciivise est un mec bien. Trop bien pour le gouvernement qui s'apprête à le dégager lundi parce qu'il agace en haut lieu. Il est pourtant très mesuré. J'admire même comme il garde son calme. 160 000 enfants violés, il reste toujours poli. » Donc, rendez-vous compte. Vous avez une commission qui est fondée sur cette question de lutte contre les violences faites aux enfants. Quel sujet plus grave et plus important, sinon celui-là, qui mériterait que pendant quelques instants s'arrêtent les combats politiques? Eh bien même pas. On va dégager un mec au motif de « il agace en haut lieu ». Le mec du boulot, le boulot de ce mec, c'est de lutter contre les violences faites aux gosses. Et il agace en haut lieu, tu vois. Et voilà ce que ce monsieur peut dire dans les médias. L'inceste sont la réalité la plus déniée de l'histoire de l'humanité. C'est un fait constant. Nous avons reçu, depuis 3 ans, 30 000 témoignages. Et il y a des personnes qui survivent, qui vivent avec une dignité admirable, qui ont pu subir, pendant leur enfance, 1000 viols. Il y a des pédocriminels qui font jusqu'à 150 victimes. 160 000 enfants chaque année dans notre pays qui sont victimes de violences sexuelles et 3% des pédocriminels sont déclarés coupables. Ça s'appelle un système d'impunité. Vous observez que toujours, mais après, on dit tout le monde savait. C'est donc avant qu'il faut essayer de protéger. Et c'est ça la mission qui a été confiée à la Ciivise. Et c'est pour ça que cette multitude de personnes adultes a fait confiance à la Ciivise. Et ce que contient ce rapport de 750 pages, c'est le moyen de se donner la possibilité, non pas de déplorer les faits après, mais de protéger les enfants avant, parce que ce que signifie le mot protéger, c'est anticiper le risque. Il y a le fait que nous préconisons que soient déclarés imprescriptibles les viols et les agressions sexuelles commis contre les enfants. Parce que, en effet, comme le dit le philosophe Pierron, le viol d'un enfant est la ligne de partage entre l'humanité et la bestialité. De nombreux pays qui sont des États de droit ont déjà déclaré imprescriptibles les crimes et délits sexuels commis contre les enfants. Quel pays ? Eh bien, par exemple, la Suède, par exemple, certains États des États-Unis, un nombre très important de pays du Conseil de l'Europe. Vous savez, ces 82 préconisations
elles doivent être lues dans un ensemble. Pas pour en sortir une ici ou là, Bien sûr. mais pour voir que la culture de la protection, c'est un ensemble. J'ajoute 2 autres choses. La première, c'est que dans notre droit, la prescription n'est pas le critère de la mesure de la gravité d'un crime. La deuxième chose, c'est que dans les fondements de la prescription, il y a la paix sociale. Et quand un agresseur commet jusqu'à 1000 viols contre un enfant ou commet de multiples viols contre une centaine d'enfants, alors je dis la paix de qui ? Voilà. Et donc, ce monsieur, avec ce discours-là, agace en haut lieu. Alors, je pose la question. Honnêtement, je veux pas pas mettre de l'huile sur le feu. Le sujet est déjà assez hautement problématique. Mais qu'est-ce qui est agaçant dans ce discours, en fait? Je sais pas si vous avez une idée, hein, dans le chat, les amis. Mais je sais pas quoi vous dire, en fait. Je sais pas quoi vous dire. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et soyons clairs, je pense que là encore, c'est pas une question d'avoir peur des mots ou pas, mais c'est une validation de la pédophilie. Si ces propositions ne sont pas mises en place, on ne parle pas de propositions qui pourraient faire débat, qui pourraient faire scandale. On ne parle pas, par exemple, du retour de la peine de mort. Je veux dire, la lutte contre la pédocriminalité est déjà un sujet hautement important, hautement complexe, hautement sociétal, pour qu'on ne rajoute pas d'autres choses. Je veux dire, les propositions ne sont pas scandaleuses. L'imprescriptibilité des crimes pédocriminels, enfin, qui peut s'opposer à ça, en fait? Qui peut s'opposer à ça? Puis d'ailleurs, c'est pas l'imprescriptibilité qui va faire que des peines encore plus graves vont être prononcées. Quelqu'un comme Gabriel Matzneff, tu vois, va pas forcément prendre perpétuité, mais au moins il pourrait être jugé. Et aujourd'hui, ce monsieur agace en haut lieu. Mais agace qui et pourquoi? Donc là encore, on parlait tout à l'heure de la notion de fenêtre d'Overton, c'est-à-dire, pour l'expliquer rapidement, le déplacement progressif des valeurs morales. C'est que ce qui était, par exemple, je sais pas, la cigarette. Cigarette, pour les femmes, dans les années, je crois que c'est autour de 1920, c'était très mal vu. Une femme qui fumait, c'était une sorte de femme des bas-fonds, une sorte de brigande, comme ça. Et c'est d'ailleurs par l'action notamment de Edward Bernays, le pape de la propagande et de la publicité, qui avait eu cette idée de génie un jour, lors d'une manifestation féministe, pour je ne sais plus exactement quel événement spécifique, autour des années 1920 aux États-Unis, qui avait eu cette idée de faire venir des photographes et de missionner un petit peu des femmes comme ça en leur filant des cigarettes et en disant mais mettez-vous à fumer, prouvez que c'est quelque part un acte de liberté. En fumant, vous montrez que vous êtes indépendant du joug masculiniste. Et donc, elles ont commencé à fumer, ces photographes ont pris des photos, ça retombait dans beaucoup de journaux, et on a fait d'un acte de consommation, avant tout, un acte de libération. Et donc, une femme qui fumait devenait une femme forte, qui s'opposait au système, alors que ce qui intéressait les cigarettiers, c'était avant tout de vendre leurs cigarettes. Et la notion de fenêtre d'Overton, c'est un peu ça, si vous voulez. Alors là, on parle en l'occurrence d'actes de consommation, de propagande, mais c'est un petit peu la même chose. Ce sont ces choses qui ne se font pas et qui petit à petit commencent à se faire. Par exemple, la question de la légalisation de la drogue en 1950, mais aucun politicien pouvait évoquer ça. Même en mai 68, c'était discret. Ça fumait des joints à Woodstock, mais c'était assez discret. Aujourd'hui, c'est être réactionnaire que de s'opposer à la légalisation, ne serait-ce que du cannabis. C'est ça, la fenêtre d'Overton. Mais ça se fait sur un temps long. Vous ne le faites pas en une semaine. Et c'est ça, c'est, si vous voulez, ce que la masse, les valeurs morales que la masse refuse à un instant T et qu'elle acceptera à un instant T plus 10, on va dire. Et la notion de la pédophilie, on l'a déjà dit dans le Juste Bistrot, on en a déjà parlé ensemble, les copains. Il va falloir être extrêmement prudent sur la normalisation progressive de la pédophilie. Je ne vous dis même pas, c'est pas, enfin, il pourrait y avoir débat, j'ai un avis sur la question, mais c'est pour vous dire de manière froide ce qu'il en est, parce que je sais que certains vont me dire oui, mais c'est l'agenda mondialiste du World Economic Forum, de je sais pas quoi et tout.
pour être carré dans le propos, je rejette tout ça en bloc. C'est du complotisme. Voilà. Donc, tu vois, là, je suis quelqu'un de sérieux. Tu vois, je me refuse à ce genre d'interprétation. Ce qu'il en résulte, aujourd'hui, factuellement, hein, je vous parle même pas, si vous voulez, de projection ou d'imaginer qui tire les ficelles de ça. C'est la phrase de Julian Assange. Je vais pas la citer exactement, mais l'idée de ce qu'il disait, c'était les gens vont s'inventer des complots imaginaires alors qu'il en existe tant sous leurs yeux. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire, quand vous imaginez que c'est Cloche-Fab qui tire les ficelles, je sais pas quoi. Non, 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 mais attendez. Factuellement, la pédophilie se normalise. Vous avez aujourd'hui l'action de la Civise, dont on va écarter l'un des membres les plus éminents au motif qu'il agace en haut lieu. L'action du mec, c'est protéger les gosses qui se font violer. Donc, si par rapport à ça, on ne peut pas le justifier par une forme de normalisation de la pédocriminalité, je suis ouvert à toutes les discussions, mais qu'on m'explique ce que c'est, qu'on m'explique ce qu'il en est. Et c'est ça. Pour moi, pour le coup, il y a un véritable déplacement de la fenêtre d'Overton sur les questions pédocriminelles, mais qui ne date pas d'hier. Quelqu'un comme Daniel Cohn-Bendit est présent dans la vie politique française depuis près de 50 ans. Donc, en plus, si vous voulez, ne nous focalisons pas. Enfin, comment dire? Oui, c'est ça. Ne nous focalisons pas sur ce que nous avons sous les yeux. Oui, il y a l'exemple de Brigitte Macron, mais combien d'autres? Quand vous avez un Frédéric Mitterrand qui l'a écrit dans des livres, quand vous avez un Jack Lang qui est connu pour ces affaires-là, quand vous avez un Daniel Cohn-Bendit qui l'a dit à la télévision et écrit dans des livres, il n'y a pas besoin, si vous voulez, de supposer quant au rôle de Cloche-Fab. Ces gens-là sont présents aujourd'hui et sont là. Gabriel Matzneff, c'est un film. Le consentement, on en a fait un film. À raison ou pas, on pourrait faire le débat là-dessus. Mais il faut être très clair en fait sur le fait qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher un complot ou je sais pas quoi. Nous avons toutes les preuves sous les yeux d'une société qui petit à petit tolère ce genre de choses. Une autre séquence que je voulais vous montrer qui a eu lieu il y a quelques jours aux États-Unis. Regardez Joe Biden. Thank you. And I love your ears. I love them. They're really cool. What's your name? Catherine. Catherine, what a beautiful name. That's my mommy's name. Well, nice to see. How old are you? 17? 6. Thank you. Voilà. Joe Biden, alors là, c'est plutôt, mettons ça sous le coup de la maladresse. Il a 150 ans. Bon, il voit une petite fille de 6 ans. Il lui dit, tu as quel âge? 17. Alors, 17, ça veut dire 17. Voilà. Il y en a peut-être qui ne sont pas très bons en anglais. Il la prend pour une fille de 17 ans. Elle en a 6. Le Dalai Lama, qui demande à se faire lécher la langue par un gosse devant des caméras. L'affaire Morandini. L'affaire Coé aujourd'hui, alors qui n'a pas été jugée. Attention, présomption d'innocence, qu'on soit bien d'accord. Surtout pas dire de bêtises. Mais aujourd'hui, c'est l'affaire Coé qui est en train de sortir. Au départ, sur la base de révélations de Zoé Sagan sur Twitter, que j'imagine vous connaissez tous. L'animateur est visé par une plainte pour 2 viols, dont un sur mineur de plus de 15 ans, a révélé l'Obs ce mardi 21 novembre. Les accusations émanent d'une femme aujourd'hui âgée de 25 ans qui dénonce des faits remontant à 2014 et 2022. Donc, affaire à suivre, bien évidemment. Mais si le jugement est le même que Jean-Marc Morandini, coupable de corruption de mineurs, qui est à l'antenne, et Jean-Marc Morandini, si vous voulez, non content, c'est un peu comme... Enfin, c'est un peu comme, attention, point. Sur le comportement, sur le rapport à ces faits, je ne dis pas du tout qu'ils ont commis la même chose, qu'on soit bien d'accord. Mais il y a cette question de dignité. Jean-Marc Morandini n'a même pas la dignité de se retirer du monde médiatique. Il est toujours là. Et encore mieux, il fait des leçons de morale. Regardez cette séquence à laquelle on a eu droit. C'était ce matin même, je crois. Morandini qui s'est pris le bec avec un élu communiste. Je vous mets la séquence, ça dure 2 minutes 35, comme ça vous avez tout le contexte. Pourquoi c'est une rixe? Ils arrivent avec des lames pour tuer. Pourquoi c'est une rixe? Il parle de l'affaire de Crépol, on va y venir. En plus, ça nous fait une transition toute trouvée. C'est déjà passé. Parce que ça s'est déjà... Comment ça s'est passé? On a déjà eu face à des phénomènes. Mais je suis désolé. Mais c'est pas une rixe. Quand vous venez dans une salle... Excusez-moi, quand vous venez dans une salle avec des couteaux... Non, on ne découvre pas. C'est vous qui êtes en train de tout mettre sous le tapis comme toujours. Excusez-moi, attendez, un instant. Quand des jeunes viennent dans une salle avec des couteaux de 25 cm pour tuer, vous appelez ça une rixe?
Mais je vous dis qu'il y a des gens qui vont dans des soirées, des fois, qui vont dans des Répondez à bagnole ma question. populaires et qui mettent des ustensiles de ce genre dans leur bagnole. Ça arrive. Non, Et c'est donc déjà dans arrivé. c'est des jeunes qui, déjà attendez, arrivé. c'est des jeunes qui viennent d'une C'est pas une première. c'est des- Malheureusement, ce n'est pas une première. C'est des jeunes qui viennent d'une Excusez-moi de dire les faits. Mais non, vous dites pas les faits. Non, excusez-moi. Il y a une volonté Excusez-moi. délibérée de tuer. Monsieur Morandini, vous connaissez pas ce qui se passe. Non, bah arrêtez vos conneries, au bout d'un moment. Mais sortez, vous ne sortez pas, excusez-moi, vous ne sortez pas. Qui essayez-vous Vous sortez de votre rôle de débatteur, c'est tout. Qui voulez-vous protéger Pardon Vous êtes procureur, c'est tout. Je suis pas procureur, je vous dis les faits. Excusez-moi, je vous donne les faits. Mais non, vous donnez pas des faits, vous accusez. J'accuse qui Attendez. Vous m'accusez moi d'employer des termes qui sont manifestement impossibles. Je dis que oui, il y a une. Je vous demande en quoi c'est une risque. Je vous demande de préciser ces termes. En quoi c'est une risque bagarre qui a dégénéré. Non, c'est pas une bagarre. Ils sont venus délibérément. C'est quoi une bagarre Une bagarre, c'est deux groupes qui s'affrontent. C'est deux groupes qui s'affrontent. Pourquoi Ils sont venus. Attendez, pourquoi vous voulez mettre tout ça sous le tapis? Qu'est-ce que vous voulez cacher? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de la réalité? Vous avez peur que la réalité vous explose au visage? C'est de ça dont vous avez peur? Allez au bout, de quoi j'ai peur? Je sais pas, je vous demande. C'est parce qu'ils viennent des cités que vous voulez pas en parler? De quoi j'ai peur? C'est parce qu'ils viennent des cités que vous voulez pas en parler? Ça y est, C'est ça? c'est ça votre truc. Non, c'est ça que je vous demande. Vous allez dérouler. Je vous demande, c'est parce qu'ils viennent des cités. Raciste comme d'habitude, Raciste, etc. pourquoi C'est raciste? parti. Qui a parlé de race? Vous connaissez Qui a parlé de race? tous les jours. Qui a parlé de race? Attendez, non, stop, c'est très grave ce que vous dites. Très grave. Qui a parlé de race? Mais vous êtes Qui a raciste. parlé de Moi, race? je suis désolé, vous êtes raciste. Pardon? Vous êtes raciste, monsieur Morandini. C'est de la diffamation. Je vous permets pas de dire ça. Bah, Je vous c'est de permets la pas. diffamation. Moi, je vous le dis. En quoi? Alors, donnez-moi un exemple. C'est de la diffamation. Stop, attendez, donnez-moi un exemple. Je trouve raciste. Donnez-moi un exemple. Je trouve raciste constamment. Donnez-moi un exemple. Constamment. Donnez-moi un exemple. C'est votre Donnez-moi un exemple. carrière. Donnez-moi. Pardon? Vous me fatiguez. Eh bien, partez, monsieur. Partez. Attendez. Partez, si je vous fatigue. Je n'accepterai pas que vous me traitiez de raciste sur ce plateau. Voilà, tu vois donc pourquoi je vous montre cette séquence. Et en fait, ça nous fait une transition parce que on va tenter un numéro de réflexion, de regard sur notre société. Bien sûr, on parle d'affaires complètement différentes, mais quel est le lien entre cette pédophilie d'atmosphère et ce qui s'est passé à Crépol? On va aujourd'hui, après promis, il y aura du fun, on va parler de Napoléon. Mais on va essayer un exercice de réflexion un petit peu. En tout cas, je vous propose ce que j'en pense. Et dans le chat, je vois les commentaires. Je vois. On va discuter, et je compte sur vous les amis, de toute façon je le sais, et vous êtes au top pour ça. On va peut-être se prendre le bec, ça va peut-être s'empoigner dans le chat, mais je vous fais confiance, on se tient bien, on est calme, on se détend, on réfléchit ensemble. Parce que c'est une chose que quand vous voyez ce genre de séquence, et malheureusement on en passe beaucoup dans le Juste Bistrot, on oublie pour le coup de réfléchir. Qu'on soit pas d'accord, ça arrivera toujours, mais qu'on puisse réfléchir ensemble, c'est une chose. Pourquoi je vous dis qu'il y a des liens entre la pédophilie d'atmosphère et l'attaque terroriste de Crépol? Je vais m'expliquer sur l'usage de ce terme-là. Je vois déjà des copains dans le chat qui ne sont pas d'accord. On va y venir. L'affaire Morandini est une parfaite transition. Parce que ces affaires-là, il faut les regarder sous l'angle du traitement médiatique, avant tout. Et dans la mesure du possible, même si on parle de drame dans les deux cas, il faut les regarder de manière, en tout cas, la plus dépassionnée possible. C'est difficile. C'est bien sûr difficile, je suis pas en train. On a tous un cœur et ces choses-là nous touchent, quelles que soient nos opinions politiques, quels que soient nos rapports à ce qu'on veut, ces choses-là nous touchent bien évidemment. Mais on ne peut pas faire l'économie de regarder ça froidement, parce que si on le regarde avec émotion, on ne peut pas. C'est même pas une question d'être objectif, mais c'est regarder les choses telles qu'elles se présentent à nous. Jean-Marc Morandini est un personnage tellement moderne. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui est accusé en première instance, il a fait appel, pour corruption de mineurs. Donc, dans une société normalement fonctionnelle, ce monsieur n'est à minima pas à la télévision. Dans certaines sociétés, il est en prison, dans certaines sociétés, il est mort, disons-le. Il y a des sociétés qui tuent les pédophiles, et qui tuent les gens qui se rendent coupables, même à minima, de corruption de mineurs, enfin de détournement de mineurs. Donc, vous avez quelqu'un qui, et c'est là où on est encore dans le domaine de la pédophilie d'atmosphère, qui est à la télévision, sur le groupe Bolloré. On en a déjà parlé plusieurs fois, les copains. Zemmour a été exclu du groupe Bolloré et tout le monde disait c'est scandaleux, vous vous rendez compte, Bolloré qui normalise l'extrême droite, qui normalise le racisme. Vous avez un coupable en première instance de corruption de mineurs. Personne dans les médias, même Libération, enfin personne à quelques rares exceptions médiatiques bien trop discrètes, vous n'avez pas Libération qui fait sa une en disant Bolloré normalise la pédocriminalité. Pourtant, de fait, on pourrait. Si la seule présence d'Éric Zemmour à l'antenne
permet de dire que Bolloré normalise le racisme, la seule présence d'un Morandini devrait permettre de dire que Bolloré contribue à normaliser la pédocriminalité. Pourtant, il n'en est rien. Donc vous avez déjà, étape 1, ce Morandini qui profite d'une forme d'impunité médiatique qui questionne énormément sur le rapport moral de notre société. Deuxième point, et c'est là où ce Jean-Marc Morandini était extrêmement actuel et contemporain. Je sais, il y a plus de saison qui me dit l'appel est suspensif. On parle quand même de 2 affaires dans lesquelles il a été condamné pour des motifs proches. On va pas se relancer dans le débat qu'on a déjà eu où l'appel est suspensif quand ça t'arrange. Cher, il y a plus de saison, on en a déjà parlé. Sur d'autres cas juridiques où il y a aussi appel, tu m'as pas dit l'appel est suspensif. Donc je trouve que c'est une mauvaise foi qui pour moi aussi contribue à la pédophilie d'atmosphère, surtout quand on voit les faits qui sont reprochés à Jean-Marc Morandini. Vous avez le procureur de la République qui lui-même parle de mécanique et de système. Donc l'appel est suspensif, faut quand même se renseigner sur la réalité de cette affaire. Après, on viendra m'expliquer ça. Mais bon, on a déjà eu ce débat, c'est pas grave. Je suis pas d'accord avec toi, c'est pas grave, c'est le but de l'émission. Deuxième point, et c'est là où Jean-Marc Morandini est quelqu'un qui est extrêmement contemporain, c'est que sur le plan moral, vous avez, en fait, c'est le règne du en même temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui est tellement, quand on dit hors sol, on regarde l'expression, on dit souvent hors sol, ok, effectivement, mais ça veut dire ce que ça veut dire, en fait. C'est-à-dire que vous avez des gens qui, finalement, ne subissent pas la gravité. D'ailleurs, dans tous les sens du terme, sans mauvais jeu de mots, la gravité de leurs actes et la gravité physique. Morandini est là. Il est là. Personne lui fout la pression. Il y a une pédophilie d'atmosphère qui le soutient, en tout cas qui contribue à ne pas le condamner. Et en plus, de fait, il se donne le beau rôle de se faire comme ça le représentant de la bonne morale, avec un invité. On est d'accord, on n'est pas d'accord avec son propos. Mais le mec, comme ça, avec des airs, on est chez Molière, c'est le Tartuffe. On est chez Molière. Quelqu'un qui arrive qui dit « Je ne vous permets pas de dire que je suis raciste. » Mais comment peut-on se regarder dans la glace quand on se dit « Ouais, mais en fait, bon, ok, j'ai corrompu des mineurs, mais par contre, je ne vous permets pas. » On voit bien qu'il y a un schisme intellectuel dans notre société avec certains sujets qui passent, certains sujets qui passent pas. Et pourquoi j'y vois, à titre personnel, un lien avec l'affaire de Crépol ? C'est que c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Aujourd'hui, vous avez des gens, on pourrait dire à gauche ou à l'extrême gauche, mais à la limite, c'est même pas tant le problème, qui sont intellectuellement dans ce même genre de comportement, si vous voulez, qui sont tellement allés loin dans la négation de la réalité, à savoir l'existence du racisme anti-blanc en France, et d'ailleurs plus largement du racisme. On se rappelle la décision sous François Hollande de supprimer le mot de racisme de la Constitution. Ça veut dire que ces gens-là disent « le racisme est un problème, supprimons le mot ». Il faut se rendre compte du ridicule de cette action de François Hollande. Et donc, nous sommes dans un monde où le politique et le médiatique ont tellement couché ensemble, ont tellement fusionné dans une relation incestueuse terrible, que tout ça se confond. Et une actualité a du poids, d'abord en fonction de la couleur politique de la société en présence. Et en l'occurrence, vous avez l'affaire Lola, l'extrême droite va en parler parce que c'est sa couleur politique. Donc ils vont se sentir concernés. Mais d'abord par souci politique. L'affaire Loana, ils n'en parlent pas, parce que ce n'est pas la couleur politique. L'affaire de Crépol, ils en parlent, parce que c'est leur couleur politique. Alors que l'affaire de ce jardinier qui a pris un coup de cutter dans la gorge, ils n'en parlent pas. L'extrême gauche, on peut faire le même jeu. L'affaire de Crépol, ils n'en parlent pas. Ils minimisent, ils nient la réalité. Tout comme à l'extrême droite, on dit « Oui, mais attendez, c'est sûrement plus compliqué, on va voir ». Et à l'extrême gauche et la gauche, l'affaire du jardinier qui prend un coup de cutter, c'est un acte raciste. Louis Boyard à l'Assemblée, aujourd'hui, on en a parlé. Donc, le problème là-dedans, on caressait l'idée du doigt hier, je vous le redis aujourd'hui. Pour moi, cette pédophilie d'atmosphère et le traitement qui est réservé à l'affaire Crépol, c'est la même chose. C'est que nos élites médiatiques et politiques nous en réservent un traitement qui se fait à la lumière de leur propre conception morale. Mais au bout du compte, ce sont les mêmes qui se font violer et ce sont les mêmes qui se font tuer. C'est le peuple. C'est le peuple. Est-ce que vous pensez sincèrement que Louis Boyard réagirait de la même manière concernant l'affaire de Crépol si c'était son meilleur ami ?
Sauf que là, ces affaires ne les concernent pas. Ils servent leur agenda politique, tels des charognes qui vont choisir leur mort pour commenter, pour faire du buzz à l'Assemblée, mais ils ne sont pas concernés par ces affaires-là. Quand l'extrême gauche vous parle d'accueillir des migrants, combien de députés ont dit dans les médias « je vais prendre mon logement parlementaire ou utiliser mon argent, ma réserve parlementaire pour loger des migrants ». Personne ne le dit. À l'extrême droite, quand on vous dit « ah ouais, mais les migrants, c'est le problème », qui dit je vais me rendre dans une ville de migrants et moi-même, je vais aller surveiller avec des collègues à moi et on fera la milice pour protéger les Français. Ils ne le font pas. Ah, sur BFM TV, si tu les écoutes, c'est Jean Moulin. Mais combien... Quand vous avez des gens à droite ou à l'extrême droite qui disent « les forces de l'ordre ne servent plus à rien » ou à minima, elles sont empêchées dans leurs actions, qu'ils y aillent en représentant de la nation. Qu'ils y aillent avec l'écharpe tricolore et la batte de baseball. Certes, c'est très grégaire, mais on en est où aujourd'hui ? On en est où ? Quand il n'y a plus de saison, tu me dis c'est interdit de faire ça. Parce qu'une razzia en allant buter des gens au motif qu'ils sont blancs, c'est autorisé peut-être ? Donc, si vous voulez, au bout d'un moment, on glisse dans une société où vous avez des élites qui servent leur agenda pour rester dans des postes qui leur permettent précisément de ne pas vivre ce contre quoi ils prétendent se battre. Donc, à Crépol, il y aura une marche blanche. On va allumer des bougies, on va allumer des stylos. Mais qu'est-ce qui va changer ? Qu'est-ce qui va changer ? Alors qu'on parle d'un acte de terrorisme. Parce que, rappelons-le, on le disait hier, le terrorisme est un mode opératoire. Ça n'est pas le monopole de tel ou tel pays ou tel groupuscule. Le terrorisme, c'est semer la terreur en s'en prenant aux biens ou aux personnes. C'est un mode opératoire. Donc ce qui s'est passé à Crépol est un acte terroriste. Qui plus est, raciste. Mais je ne dis pas ça pour mettre les pieds dans le plat en disant là, ils sont blancs, vous avez vu, et en face, comme ils viennent de banlieue, ils sont sûrement pas ça. Des témoins disent avoir entendu les gens, on va tuer des blancs. Mais tout comme cette histoire du jardinier de 27 ans qui prend un coup de cutter, on a cette vidéo où la personne parle de bougnoul. Si vous voulez, je vous dis ça parce que le racisme est présent dans nos sociétés et qu'il est attisé par ceux qui prétendent lutter. Quand l'extrême gauche choisit un fait au motif que la victime est bronzée et que l'extrême droite choisit un autre fait au motif que la victime est blanche, qui contribue à attiser le racisme dans ce genre d'affaires ? Qui contribue à démontrer que les gens ne sont pas les mêmes et que selon nos couleurs politiques, on ne va pas les traiter de la même manière. Il y a les actes premiers, qui sont d'abord des actes commis à cause du racisme, mais le traitement médiatique et politique qui est réservé, il n'est pas raciste peut-être ? Quand on va choisir la couleur de peau des victimes pour en parler sur Twitter. C'est aussi ça, si vous voulez les copains, que je vous invite à regarder. Il y a Abala... Likai, tout est dans le titre, qui dit « Donc tu conviens que la doctrine du maintien de l'ordre est du terrorisme ?» Alors, c'est pas du tout ce que je viens de dire, et je te renvoie vers cette phrase de Max Weber. L'État, c'est celui qui a le monopole de la violence légitime. On pourrait faire des heures et des heures sur cette phrase, je suis complètement d'accord. Le monopole de la violence légitime n'est pas le droit non plus d'aller éborgner des gilets jaunes. C'est un vrai débat qu'on a déjà eu. Mais il y a Princesse Zouga qui dit en même temps, tu es en train de découvrir l'eau tiède, Rémi. Ça aussi, j'adore ce genre de phrase. Si ça ne te plaît pas, tu peux aussi absolument partir de cette émission. J'adore les gens qui ont tout vu, tout compris avant tout le monde. Je fais mon émission, je partage un petit peu ce que je pense. Si tu as tout vu et tout compris, mets-toi dans des trucs de ton niveau. Je suis désolé, mais du coup, j'essaie de raisonner. Donc, ce que je vous dis par là, les amis, c'est qu'on est tous en train de se faire baiser dans cette histoire. Mais tous, sans exception. Parce que là, qu'est-ce qu'on est en train de commenter ? Le fait que les uns disent oui, les uns disent non, les uns disent blanc, les uns disent noir, les uns disent en fait c'est du racisme, d'autres disent c'est pas du racisme. Mais au bout du compte, c'est toujours la même salade. C'est toujours la même salade. Et qu'est-ce qu'on... Non, mais il y a Philanthrope qui dit Rémi est grognon. Non, mais je suis pas grognon, mais c'est-à-dire que j'essaie de prendre du temps pour discuter, pour réfléchir avec vous. Sûrement que des gens ont tout compris avant tout, j'en conviens, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, dire dans le chat, ouais, mais tu découvres l'eau tiède, je trouve que c'est une position que je trouve assez hautaine. Mais c'est que mon point de vue. Hein, s'il y en a qui ont tout compris, je sais pas ce que vous foutez là, allez dans des trucs plus hauts. Voilà. Mais
Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. Si vous êtes, bien sûr, partagez votre ressenti, les copains. Je sais que beaucoup sont pas d'accord, et c'est tout le but de l'émission, vous le savez, hein. C'est tout le but, c'est qu'on puisse discuter, réfléchir ensemble. Je m'excuse auprès de ceux, bien sûr, qui ont tout compris, mais parce que je ne suis qu'un pleutre, hein. Je raisonne à ma vitesse aussi, hein, donc là, on n'a rien sans rien. Mais je crois que, enfin, ces affaires-là, si tu veux, quand tu vois en plus le comportement, enfin bref, les comportements médiatiques de gens comme Damien Rieu et compagnie, enfin bref, c'est encore un autre débat. Mais, mais je crois que, voilà, il faut voir la réalité du terrain. Il faut voir la réalité du terrain. Tout le monde s'aveugle volontairement. Tout le monde s'aveugle volontairement. Mais c'est même sur l'affaire de Crépol, elle est lamentable, cette affaire. Elle est terrible parce que vous avez comment dire, du faux semblant de partout qui est entretenu par chaque camp, qui défend comme ça son précaré, et puis avec du jeu sur les mots ridicules. Alors, on suppute, pour l'instant, on n'a pas de preuves, mais à un moment donné, personne ne se rend à l'évidence quant à cette histoire de jeunes qui viendraient potentiellement d'une banlieue avoisinante. Et les gens refusent de voir ce qu'ils voient. C'est assez terrible. Alors, il y a Rimkus qui nous dit, on va commencer à papoter ensemble, les copains, c'est ce qui va être chouette pour nourrir la discussion. Rimkus qui dit, tu répètes les paroles de médias qui rapportent les propos d'un soi-disant témoin. Habituellement, tu cherches un peu plus de sources, Rémi. Alors, par rapport à quoi, copain? Le contexte, si vous pouvez me donner le contexte, que je puisse vous répondre. Mais là, c'est par rapport à quel événement, hein, bien sûr, n'hésite pas à me dire. Marnessa, c'est intéressant, qui dit, à partir du moment où on vient voir un humoriste pour s'informer intelligemment et réfléchir librement, qu'est-ce que ça dit sur l'état médiatico-politique de notre société? Ça, c'est juste aussi. Matsumaki, le problème, c'est qu'en France, la technique de diviser pour mieux régner fonctionne hyper bien, alors qu'on devrait s'unir contre cette politique qui nous appauvrit. Nous sommes tous dans la même galère. Je suis bien d'accord. Rimkus qui dit, le fait qu'ils ont dit qu'ils allaient buter du blanc. Mais si tu veux, moi, cher Rimkus, tu connais, je pense, tu commences à connaître la ligne de la maison. Je ne vous dis pas que c'est vrai ou faux. Je vous dis ce qui, pour l'instant, a été sorti dans les médias. Et si c'est faux, je n'aurai aucune peine à vous le dire demain. J'ai toujours fait ça. Je me fais l'écho de ce qui est écrit dans les médias. Demain, si c'est invalidé, je ne vais pas maintenir la version si c'est invalidé. J'ai aucun problème avec ça. J'ai aucun attachement à défendre une version ou une autre. Mais c'est comme l'affaire du gars de 27 ans qui prend un coup de cutter. Je regarde pour l'instant par rapport à ce qui est sorti. Après, si tu as d'autres sources, n'hésite pas à les donner. Je veux dire, tu peux sous-entendre que je crois des conneries, d'accord, mais il faut contrebalancer. Sinon, on ne va pas y arriver. Le Prince du Lac qui nous dit, pour ne pas continuer à se faire rouler dans la farine, Étienne Chouard, mais faut pas rêver, pourquoi pas, c'est la ligne aussi d'Étienne Chouard. Mister Seriza 76, est-ce que tu as vu la dépêche de l'AFP, Rémi? Bah oui, mais ils en font plein. Laquelle, cher ami? Philanthrope, as-tu vu passer l'info des 3 pédos arrêtés, tous mariés à des aides à l'enfance? Non. J'ai même pas compris ta phrase, honnêtement, camarade. J'ai même pas compris. Donc voilà, je lis vos messages, les copains, on réagit ensemble, ça c'est très important. Très important. Puis après, on va parler de Napoléon, tiens. Ça, c'est. Voilà, faudra quand même finir un petit peu en détente. Blueby 3, tiens, en parlant de Chouard, tu l'invites quand? C'est en discussion. On papote, on va essayer d'organiser ça, un de ces quatre. Là, le calendrier en ce moment, et c'est blindé. Je galère en ce moment, je suis de partout. Je n'y arrive pas. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis franchement. C'est une véritable galère. Mister Seriza 76. Ah oui, alors, la dépêche AFP, celle sur cette histoire d'attaque clairement terroriste. Non, j'ai pas encore vu. Attends, je vais essayer de la chercher. Marcel Zoro qui dit, je suis un peu d'accord, il faut se méfier de l'info, surtout avec cette tendance à vouloir mettre les gens dans des cases bien ou mal. Merci. Oh, putain, heureusement que tu me le dis. Je me permets d'être taquin avec toi, Marcel Zoro, que je sais que t'es infidèle. Oh. Sans déconner. Tu me dis ça à moi, frérot. Je veux bien, mais bon, quand même. Oui, si tu veux, d'accord, mais attention, les gars. Il y a deux choses différentes que j'essaie de séparer, si vous voulez. Se méfier de l'info, oui. Se méfier quand ça ne va pas dans votre sens, c'est autre chose. Attention.
C'est un autre délire. Je me méfie toujours de l'information avec cette prudence nécessaire qui est de dire ça n'est pas la vérité, quel que soit le sujet. Enfin, ça n'est pas la vérité absolue et je ne regarde pas les journaux pour ça. Par contre, qu'on vient de me dire ouais, mais attends, ça dépend, là, il faut faire attention. Voilà, c'est aussi une question par rapport au sujet qu'on défend. Mais en tout cas, sur la prudence, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a Neonium 7 qui m'engueule, qui dit t'es désagréable dernièrement, Rémi, avec certains commentaires. Merde. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, mais de toute façon, je ne l'ai jamais caché. Hein. En même temps, c'est mon émission. Donc. Mais je suis d'accord avec toi. Après, si tu veux que je sois une intelligence artificielle totalement plate et sans émotion, je peux. Mais le problème, c'est que je suis un humain. Alors, ce qu'il en faut. Enfin, ce qu'il en reste. Le moule a été cassé. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis désagréable, mais parce que je suis un humain. Et en fait, je fais mon émission, je fais tout ça. Et j'y mets du cœur. Hein. Si je m'en battais les reins, c'est sûr que ce serait autre chose. Hein. Ça, je suis d'accord. Hein. Alors par contre, il y a plus de saison, ça je peux pas le tolérer. Ah, il y a des comparaisons, attention. Il y a plus de saison qui dit il aime pas être contrarié comme Morandini dans son émission. Dernière fois que tu me compares à Morandini, ça par contre, ça me fait pas marrer. Tu me compares pas à ce genre d'ordure, hein, qu'on soit bien d'accord. Peut-être pas déconner non plus. Voilà, attends, il est fou, lui, complètement fou. Non, attends, je veux bien tolérer tout ce que vous voulez, mais ça. Puis bon, si tu veux, oui, je suis désagréable. Parce que aussi, à un moment donné, tu sais, faut expurger un petit peu ce qui se passe. Hein. Parce qu'en fait, j'ai un petit cœur aussi qui bat. Vous êtes mignons comme tout, mais je fais tout ça pour vous. Par moment, j'en ai ras le cul aussi. Hein. C'est ça le truc. Hein. C'est aussi ça. Hein. Marcel The Rock, tu n'as pas envie d'inviter Attal, le policier insoumis? Non. Fin du débat. Ah, surtout pas. Alors là, clairement pas. Je respecte le monsieur comme je respecte tous les humains. Mais quand tu débats, si tu veux, un débat où ton premier argument, c'est d'insulter ton contradicteur de nazi, un peu léger quand même. Hein. Un petit peu léger. Donc non, ça c'est clair que je le salue, voilà, bonjour, mais ça c'est certain que non. Ça c'est, faut qu'on soit tout à fait d'accord. Gaëtan Seguin 38, il est trop macroniste à ton goût. Non, mais c'est même pas le sujet. C'est même pas le sujet de pas macroniste ou pas macroniste. Mais c'est juste que c'est un comportement de débat que je trouve sidérant. Soyons clairs. Hein. Soyons clairs. Oh, voilà. Ça, c'est pas sympa. Franco-arménien qui dit moi, c'est chimée bleue et gouda au cumin devant la cheminée. Et voilà, j'ai faim. Putain, ça, c'est une très mauvaise idée, ça. Ça, c'est pas bien, ça. Ouais, non, faut pas faire ça. Victor Macno. Michel Maffezoli, je rêve de l'avoir. Michel Maffezoli, son dernier bouquin, Le Temps des peurs, je l'ai trouvé extraordinaire. Je rêve de le recevoir sur Juste Milieu. Il y a encore plein de gens que je rêve de recevoir. C'est ce qui est chouette. Hein. C'est ce qui est chouette, ça. Ça rythme la vie, tu vois. Ça fait plaisir. Matt Le Z, est-ce que tu inviterais Mbappé? Alors pareil, petite parenthèse, parce qu'on va essayer de rire un petit peu, de retrouver le sourire. Mbappé, je lui pisse au cul, mais dans des dimensions... Ah ouais, alors, comme disait Eric Cantona, on reste dans le football toujours, mais... Ah, je peux plus le blairer. Ah, mais vraiment, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, oui, c'est un joueur français, il met des buts, il met plein de buts, c'est extraordinaire, super. Mais je ne peux plus le blairer, quoi. Le mec, il prend la parole, mais t'as l'impression, il a inventé le vaccin contre la rage. C'est le Martin Luther King en protège tibia. Il a un citron, mais monstrueux. T'en peux plus. Ah, j'en peux plus. Oh, il m'a bandé, mais lui, mais dans des dimensions, mais incroyables. Alors, on revient, parce qu'il y a des gens qui veulent pas que je me détende. Merde, vous êtes pas cool avec moi. Rimkus qui dit « Je trouve que sur les sujets comme ça, à chaud, un jour après le drame, il faut prendre d'énormes pincettes sur les dires d'un témoin raconté par les infos. C'est le seul argument qui te permet de dire que c'est un acte raciste. Si ça s'avère faux, on aura juste contribué une fois de plus à diviser des gens. » Cher ami, je ne les montrerai pas, bien évidemment. Je t'invite à regarder sur Twitter une vidéo qui est en train de tourner où on entend « Vas-y, putain de Gouer » de la part d'un agresseur. Donc après, peut-être que c'est de l'intelligence artificielle, peut-être que c'est un mensonge. Si tu veux, j'espère que vous connaissez quand même assez la maison pour savoir que si je vous dis un truc, non pas que ce soit la vérité absolue, mais j'ai quelques sources, quelques éléments pour le dire. Voilà. Donc, voilà.
Mais bon, je reviens me détendre parce que vous êtes sympa, mais c'est compliqué aujourd'hui. Ouais, Mbappé, hein, qu'il aille se faire cuire le cul, mais vraiment dans des dimensions. Je sais pas, il m'énerve. Il a un boulard énorme. La dernière fois, attends, je vais essayer de vous remontrer la vidéo. Il parle du ballon d'or de Messi. Alors, ça aussi, c'est une escroquerie, mais bon, bref, à la limite, c'est pas le sujet. Regarde ce que te dit le gars à la fin de sa déclaration. Donc, quand tu gagnes la Coupe du Monde, le 18 au soir, je savais qu'il avait gagné la Coupe du Monde et le Ballon d'Or, et tout le monde le savait. Maintenant, c'est sûr que Erling avait fait une grande saison, que moi j'avais fait une grande saison, mais à côté d'une Coupe du Monde remportée par Léo Messi, ça pèse pas lourd, quoi. Ouais, que moi j'avais fait une grande saison, machin et tout, mais frérot, oui, c'est vrai, oui, c'est un grand joueur, mais mec, t'as 25 ans, t'as le Real qui te chie dessus désormais parce que t'as refusé le Real 2 fois, tu les as pris pour des pompes à vélo, en faisant ta cagole, oui, va aller au Real, veut pas aller au Real, finalement je veux pas, mec, c'est le Real Madrid, ils ont communiqué officiellement en disant qu'ils ne le voulaient plus, on verra. Mais non, mais j'en peux plus, j'en peux plus. Alors, il y a Ishigo Bankai 38 qui dit t'es méchant avec Mbappé. Tout ça parce que les Suisses sont nuls. Alors, mais je suis pas Suisse moi-même, tu vois, j'habite là-bas. Je suis pour la France, bien évidemment. Je suis pour je suis pour la France de fou, bien sûr. Mais je peux pas le blairer. Je veux dire, il y a plein de joueurs que j'aime bien en équipe de France qui dégagent un truc un peu sympa. Tu vois, Brice Samba de Lens, je le trouve très chouette. T'as eu qui dans les nouveaux Warren Zahir Emery, je trouve ça pas mal. Il dégage un truc sympatoche et tout. Mais Mbappé, t'en peux plus, t'en peux plus. Et puis, on en reparlera. Parce que pour l'instant, bien sûr, il met des buts. Ah, il met des buts. Contre Gibraltar, il met des buts. Alors là, contre Gibraltar, le gardien, il est plombier. Le meneur de jeu, il est boulanger. Ah là, Mbappé, il met des buts. Ah, ils ont gagné 14-0. Ah là, ça met des buts. Après, quand il nous avait dit, ouais, je veux des responsabilités, quand il avait eu je sais plus quel trophée à la con de joueur LFP il y a 3 ans, je veux des responsabilités au PSG, les responsabilités Monvier, t'arrives contre le Real, caca culotte, il n'y a plus personne, contre les Suisses, penalty d'accord, bon, contre l'Argentine, ok, il a mis 2 buts, il a été très fort, mais au bout d'un moment, ça va quoi. Je vous fais un pari aujourd'hui que je suis même pas sûr que le gars restera dans l'histoire comme une légende, parce que une légende, c'est un joueur sur le terrain, c'est un joueur en dehors du terrain, c'est Maradona, c'est Pelé. Pelé, il a pris sa retraite, il a raconté qu'il avait marqué 1 milliard de buts, personne n'a des preuves. C'est aussi ça une légende. Il y a un truc, tu as envie de t'emporter, tu as envie d'y croire. Mais Mbappé, t'en peux plus, t'en peux plus. Il t'en a marre. Je dirais pas qu'il est nul. On est d'accord, je dirais pas qu'il est nul. Mais attends, on en reparle dans 2 ans, où il lancera le couze. On en reparle. Moi, je veux pas qu'on commence à me dire ouais, mais tu comprends, il est jeune et tout. Non, non, non. Depuis qu'il a 18 ans, c'est le président de la République. Les médias font 3 heures sur lui. T'en peux plus. Alors, ok, il est monté en épingle. Ça doit pas être facile. Maintenant, quand tu ramasses les millions, que tu fais ta cagole avec le Real, là, tu vas pas me dire qu'il est pas majeur et qu'il est pas mature. Donc, ça va, tu vois. Thierry Henry, c'est pareil. Excellent joueur. Je trouve justement, quand il était joueur, il avait un truc excellent. Depuis qu'il est entraîneur, t'en peux plus. Mec, c'est Oppenheimer. Tu l'écoutes parler de football. Il a un boulard monstrueux. T'as l'impression qu'il invente, pareil, un vaccin contre la diphtérie tous les jours. Résultat, 3-0 contre la Corée du Sud. Merci à dégager voix 12. Alors, Thierry Henry, c'est pareil. Depuis qu'il est entraîneur, boulard énorme. Boulard énorme. Alors, ça va. Il commence à me casser les couilles, tout cela. Ah, je vous dis, ça a distribué. Antoine Dupont, c'est pareil. Je vois pas pourquoi tout le monde va pas manger. J'adore Antoine Dupont, joueur extraordinaire, super, on l'embrasse, allez le Stade Toulousain. Qu'est-ce qui va nous faire les JO en rugby à 7? Qu'est-ce qui va nous faire ça? Et j'adore Dupont, hein, c'est pas la question. Mais qu'est-ce qui va nous faire la cagole en rugby à 7? Alors ok, hein, les annonceurs, les sponsors, pareil, hein, ils bandent terrible parce que Dupont, ah ouais, mais les sponsors, ça va être super, ça va être la tête d'affiche des JO. Alors déjà, tu vas regarder en rugby à 7. Je veux pas faire l'injure à nos amis du rugby à 7, mais tout le monde s'en cire. On va pas se mentir. La majeure partie des gens qui vont regarder le rugby à 7, c'est parce qu'il y aura Antoine Dupont. Donc bon,
Alors, les annonceurs, ils sont contents. Les sponsors, ils sont contents. C'est un bordel phare. Dupont, il ne va pas jouer avec le Stade Toulousain pendant 3 ans. Le mec, il a pris un contrat chez eux. Les JO, 6 nations, la Coupe du Monde, Interville, il revient, il va avoir 37 ans, fin de carrière. Merci, au revoir. Tu auras gagné quoi? Un grand chelem. Donc, on n'en peut plus de ce genre de cagolerie. Tu laisses les joueurs du rugby à 7 faire du rugby à 7. Les mecs, ils se crèvent le cul depuis 4 ans. Alors, c'est en France, ils étaient qualifiés. Mais ils se crèvent le cul depuis 4 ans. Et tu as un mec à qui tu vas dire, désolé frérot, on va te les... Tu vois, il n'y a même plus la lumière. Désolé frérot, tu restes sur le banc, tu comprends, il y a Dupont qui déboule. Alors, on va avoir l'air malin si on ne gagne pas les JO, parce qu'en plus, tu l'attends, c'est le Messi. Hein. C'est le mec qui va séparer la mer en deux. Tu fais venir Dupont, tu as l'impression que tu vas battre tout le monde. Alors que tu vas prendre des branlées contre les USA et les Fidji, et avec Dupont. Donc ça va rien changer, si tu veux. Et il se passe ça. Et puis nous, premier match de 6 nations, tu prends l'Irlande à Marseille. Hein. Alors, on va se faire défoncer parce que nous, à mon avis, on va l'avoir en travers de la gorge. L'Irlande aussi. Hein. Donc, tu as un premier match qui va être costaud. Je te le dis tout de suite. Hein. Le France-Irlande, il va être monstrueux avec 2 équipes qui l'ont mauvaise de la Coupe du Monde. Et nous, l'autre, il va faire ça. Et le pire, c'est qu'à un moment donné, ils avaient annoncé Sékou Makalou, ils avaient annoncé Damien Penaud et Biel Barré. C'est quoi l'histoire, en fait? C'est quoi le projet? Donc, il n'y a que Dupont qui y va. Aux dernières nouvelles, mais on n'en peut plus de ce genre de cagolerie. Je l'adore, Dupont, mais c'est quoi cette volonté de vouloir tout gagner comme ça, de cet excès d'hubris dans le sport? Alors, ok, les JO, ils sont en France. Et déjà, il faudrait qu'ils se tiennent, les JO. Ah, ça m'énerve. Voilà, j'ai parlé de sport. J'ai parlé de sport, ça m'a énervé. Voilà, je le dis, hein. C'est fou, hein. Ça va vite. Hein. Ça va très, très vite. Alors maintenant, sans aucune transition, on va parler de Napoléon. Voilà. Et puis on va finir l'émission là-dessus. On va regarder une petite vidéo un petit peu sympatoche, peut-être pas en entier, on va voir. Je voulais vous parler de ça. Le film sort demain. Et je vais aller le voir. Je suis content comme tout, j'ai mes places du cinéma. Donc je suis content. Et il y a une vidéo qui remet un petit peu en contexte apparemment certaines errances historiques du film. Et je trouve ça chouette. Je trouvais ça chouette pour commencer à se mettre dans l'ambiance. Il y a Tuilier qui dit « Je me casse, c'est n'importe quoi ce soir ». Pourquoi, camarade? Alors, peut-être c'est une blague encore, j'ai pas compris. Moi, je sais plus. Scolo fonce rue, Napoléon va au JO aussi, j'arrive plus à suivre. Pas mal ça. Ouais, on commençait à se mettre dans l'ambiance parce que c'est vrai qu'il y aura quelques légèretés historiques. Après, c'est compliqué de faire une adaptation historique. Et je voulais regarder ça avec vous quelques minutes, ça fait du bien, en toute détente. Le rendu des uniformes, de l'organisation de l'armée, etc. est vraiment soigné. Bon, juste, on ne se trouve pas au pied des pyramides. La bataille des pyramides, elle est à plusieurs kilomètres. Les canons ne tireront qu'à 800 mètres, grand maximum. Et jamais de la vie, on ira ébranler ne serait-ce qu'un cheveu sur la pyramide de Khéops. Bonjour, bienvenue dans Culture Pop, la série qui fait le lien entre les collections du musée de l'armée et le cinéma. Je suis Émilie Robe, chef du département du 19e siècle et de la symbolique, référente pour l'histoire napoléonienne au musée de l'armée. Et aujourd'hui, on décrypte ensemble la bande-annonce, rien que la bande-annonce, du Napoléon de Ridley Scott. Alors la bande-annonce elle-même a fait un buzz assez incroyable. On la commande déjà dans tous les sens sur les réseaux. On entend même déjà parler d'erreurs historiques. Mais en fait, on est en train de parler de cinéma. À ma connaissance, jamais personne n'a reproché à un artiste comme Jacques-Louis David d'avoir commis des erreurs historiques. Dans son tableau, par exemple, il représente la mère de Napoléon au sacre, alors qu'elle n'y était pas. France 1793, c'est exactement, en effet, 2 événements tout à fait cruciaux pour la carrière de Napoléon d'un côté et pour la politique de l'autre. La mort de la reine Marie-Antoinette, pas tout à fait dans les conditions qui vont être présentées par la bande-annonce, mais le sujet est d'emblée posé. Toulon doit servir d'exemple, sinon d'autres villes seront prises. Vous devez avoir vu le chaos qui règne dans la rue. Juste après la séquence avec Marie-Antoinette, on voit le général Bonaparte en train de discuter avec un beau gosse, facile à identifier avec sans doute Paul Barras, qui était le général en chef de l'armée de l'intérieur. Cette séquence de la bande-annonce montre tout simplement un entrelacement entre 2 types d'événements. D'un côté, la Révolution, la terreur, qui fait le général Bonaparte et qui lui permet justement de gagner ses galons au siège de Toulon, qu'on va voir après. Et de l'autre côté, en 1795, une fois que Napoléon est devenu général,
la façon dont il va s'associer à Paul Barras pour devenir le numéro 1 de la sécurité intérieure. Quel serait votre plan si vous deviez remplir cette mission de défense? Alors, le plan pour remplir une mission de défense, c'est d'emmener des canons dans Paris. On est en septembre 1795, au moment précis où Napoléon vient de devenir le bras droit en quelque sorte de Barras pour assurer la sécurité dans les rues de Paris, en proie à des émeutes royalistes opposées au gouvernement de la Révolution. Le plan, c'est tout simple, je prends des canons, je les mets face à la foule et s'ils ne se calment pas, on tire. Je vous ai promis. Oui, ensuite, on passe dans une séquence qui est celle du siège de Toulon. La tenue qu'il porte est plutôt raisonnablement bien fichue pour un uniforme de la Révolution. On l'identifie bien, il a même son haut-col d'officier. Par contre, il a des épaulettes de colonel. Bon, détail, c'est pas forcément facile de trouver les bonnes. Et surtout, c'est le fort de Toulon que les Toulonnais ne reconnaîtront peut-être pas tout à fait comme ça. Ça aussi, c'est du cinéma. Ah oui, en fait, ouais, effectivement, bon, c'est pas super intéressant, en fait. Oui, enfin, c'est bien, mais effectivement, c'est du détail. Je suis d'accord sur l'approche, c'est du cinoche, faire avec, hein, faire avec. Hein. Donc voilà, hein. Voilà, hein. Voilà un petit peu, les amis, hein, qu'on peut se dire. Je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon pour aujourd'hui, les copains. Et c'est vrai, je suis d'accord. 20K91, qui conclut le débat, et c'est vrai. Sinon, on peut juste apprécier le film et se plonger dans les livres d'histoire si on veut absolument être précis. Enfin, je dis ça, je dis rien. Je suis bien d'accord. Voilà, c'est ça. Et je vais faire ça demain. Je vais profiter du cinoche. Ça va être que du plaisir. Ça va être que du plaisir. Les copains, voilà, je crois qu'on est bon pour aujourd'hui. On s'est à peu près tout dit. J'espère que vous avez passé une bonne émission, les amis. Ça, c'est le plus important, d'avoir la banane. Voilà, on est entre nous, on se régale. Voilà les copains. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain. La farce tranquille, 18h, bien évidemment. Et avant ça, ce sera le Juste Bistrot. Voilà, à 16h45. Les amis, passez une excellente soirée. Vive la rigolade et vive la France. Allez, je vous embrasse, à demain.